On parle de prévention donc qui permet de limiter des complications. Il n'empêche pas moins que dans le sujet suivant, on va parler que certaines races peuvent avoir des prédispositions. Et ici, Christine Moret, professeure en médecine à l'école vétérinaire d'Alfort, va nous parler des maladies rénales chroniques. Bonjour Christine Moret. Bonjour, Christelle, mais c'est pas très Pardon, grave. Christelle, Wow, excusez-moi. Je vous en prie. Voilà, très bien. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci beaucoup de m'avoir invité et merci au Louvre, effectivement, de m'aider aussi à financer certains projets de recherche et que je détaillerai dans quelques instants. Donc, maladie rénale chronique et prédisposition raciale, où en sommes-nous en 2024 ? Ça reste une question à l'échelle individuelle d'importance dans cette espèce, puisque ça reste la deuxième cause de mortalité. Je pense que je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'effectivement, dans la population gériatrique, c'est une affection qui est extrêmement fréquente. Plus d'un tiers des cas de chats seront présentés pour une insuffisance rénale, et c'est donc une cause de mortalité, on vient de le dire, fréquente. C'est vrai que quand j'ai commencé ma carrière il y a 25 ans maintenant, je peux le dire, on voyait cette insuffisance rénale plutôt chez les animaux âgés. Et l'un des propos et l'un des messages que j'ai vraiment envie de faire passer aujourd'hui, c'est que les choses changent. Alors évidemment, on voyait ça aussi sur des animaux jeunes dans un contexte racial, et en particulier sur la polykystose. Mais l'autre message, c'est que ce n'est plus en tout cas un problème pour les vétérinaires, ça l'est encore pour vous éleveurs dans cette approche de dépistage, mais qui a probablement plutôt bien fonctionné. Mais en tout cas, en termes de, à l'échelle encore une fois individuelle, dans les causes d'insuffisance rénale, les choses ont beaucoup changé. C'est ce qu'on va essayer de démontrer aujourd'hui. Et la polykystose reste finalement maintenant un problème, encore une fois à l'échelle de l'individu, plutôt anecdotique dans l'exercice d'un vétérinaire. Donc c'est vrai que c'est assez troublant parce que finalement, quand on compare à l'espèce canine, on a très très peu de prédispositions raciales qui ont été décrites dans cette espèce. Chez le chien, si j'avais dû faire le même exposé, j'aurais probablement envisagé une trentaine de races pour lesquelles on a identifié des néphropathies qu'on dit juvéniles ou raciales, d'origine ou non génétique, en l'attente effectivement de la démonstration du caractère génétique. Chez le chat, le caractère génétique est démontré pour une seule maladie, c'est la polykystose. Et évidemment, elle nous intéresse parce qu'en plus, on peut la dépister. C'est une maladie monogénique à transmission autosomique dominante et qui reste encore évidemment une maladie importante, qui touche de nombreuses races et probablement que la plus connue reste la race persane. Et donc, il y a aussi un autre gène qui a été identifié chez le Sibérian, PKD2. Donc, ces deux maladies monogéniques sont responsables, lorsque le gène est muté, de l'apparition de kystes dans le rein, qui conduit inévitablement, lorsque le rein est complètement grignoté par ces structures kystiques que vous voyez là, vers une insuffisance rénale. Mais on sait bien qu'on peut diagnostiquer cette maladie sur un chaton vers l'âge de 6 mois, par exemple. En tout cas, à l'échographie, c'est à 6 mois, on y arrive déjà. Le test génétique permet la plupart du temps effectivement de confirmer la maladie. Eh bien, cet animal sera malade vers l'âge de 8-9 ans. Autre race pour lesquelles il y a discussion sur une néphropathie d'origine raciale, mais dont le caractère génétique n'est pas démontré, nous n'avons pas de test disponible, c'est l'abyssin, pour lequel on suspecte, enfin c'est pas suspecté, là pour le coup c'est publié, plutôt une maladie polygénique. Donc la polykystose rénale, encore une fois, il y a 25 ans, quand je parlais de la polykystose rénale, c'était une fréquence rapportée selon les pays européens entre 15 à 40%. Et en 2003, la seule étude épidémiologique faisait état de 40% de présence de ce gène sur la race persane en particulier. Donc, c'était des études qui ont été publiées entre 2000 et 2010. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de données qui ont été publiées. Et finalement, et c'est ce que je me suis dit en présentant cet exposé, je pense vraiment qu'il faut qu'on refasse l'état des lieux sur la polykystose en France. Parce que, encore une fois, je pense que pour vous, ça vous intéresse beaucoup. Quand on m'a sollicité pour faire cette présentation, on m'a dit il faut que tu parles de la polykystose. Moi, je me suis dit c'est tellement éloigné de ce que je vois au quotidien, encore une fois, à l'échelle individuelle. Donc, c'est clairement, je comprends bien, important de vérifier et de tester génétiquement. Mais encore une fois, cette maladie a probablement bénéficié d'un excellent travail de terrain et de prévention. Actuellement, en tout cas, les seules études qu'on a, elles sont au Japon et au Brésil, avec l'apparition de cette maladie, la fréquence, en tout cas, à 1,6% et 5% des animaux testés.
Donc j'ai pris le temps, je voulais contacter Ontagène et je ne l'ai pas fait. Mais encore une fois, je pense qu'il faut faire cette étude en prenant le temps de le faire correctement. Mais sur le centre hospitalier, en tout cas, dans lequel je travaille, au CHUVA à Maison-Alfort, donc j'ai fait l'étude sur 20 ans, entre 2004 et 2024, avec 225 000 à peu près consultations. Eh bien, 252 animaux ont été présentés pour une polykystose, soit 0,1%. Pour les persans, on en a eu à peu près environ un peu moins de 6 000 persans qui ont été présentés sur cette période des 20 années d'études. Donc sur ce graphique, vous avez ici le nombre d'animaux qui étaient atteints. Donc en 2004, la barre grise fait état de 22 animaux qui ont été présentés pour une polykystose. Et pour ce qui est des persans présentés à cette même époque, on en avait un peu moins de 60. Vous voyez que plus on va vers l'année 2023, eh bien, l'année 2023, on a vu 2 chats persans avec une polykystose et on a vu plus de 120 persans sur cette période. Donc encore une fois, même si ça reste vraiment un coup d'épée pour l'instant, et je pense qu'il faut qu'on affine ces chiffres, mais très clairement, en tout cas pour le vétérinaire, c'est plus une maladie qui est vraiment problématique dans le sens où elle est hautement responsable d'insuffisance rénale, c'est plus le cas. Et là aussi, quand j'ai commencé mon exercice sur cette consultation spécialisée du Ronéphro, toutes les semaines, j'avais un persan qui était présenté pour un dépistage. Maintenant, effectivement, le test a aussi largement amélioré les choses. Alors peut-être, là aussi, si vous avez un certain âge comme moi, vous avez vu qu'on a transformé maintenant cette dénomination. Vous avez parlé au début de votre carrière peut-être d'insuffisance rénale chronique. Et maintenant, on utilise le terme de maladie rénale chronique. Juste un mot pour comprendre ce qui se passe. Quand on parle de polykystose et qu'on diagnostique par exemple une polykystose à l'âge d'1 an sur un persan, on sait que ce chat a une maladie rénale chronique, il a une lésion. Je vous ai montré des reins découpés, il y a bien des lésions rénales. Ça ne veut pas dire qu'il sera insuffisant rénal dans le sens où il faut qu'il y ait plus de 67%, donc 2/3 des reins atteints, pour qu'il y ait apparition d'une insuffisance rénale. Autrement dit, si j'ai un seul rein, eh bien je ne suis pas insuffisant rénal, j'ai peut-être une lésion rénale sur un rein, mais à partir du moment où l'autre compense, que j'ai plus de 50%, j'arrive à compenser. Et puis apparaît ensuite, et c'est là où quand vous l'emmenez chez votre vétérinaire, vous avez ce marqueur biologique qui est la créatinine, qu'apparaît effectivement l'insuffisance rénale. Donc maintenant, le terme de maladie rénale chronique au sens large signifie qu'on est capable précocement, par échographie, d'identifier une lésion, mais la prise de sang ne sera révélatrice d'une insuffisance rénale telle qu'on l'appelait auparavant, seulement lorsque plus de 2/3 des reins sont atteints. Et donc c'est pour ça aussi, et je m'arrêterai après là-dessus, mais qu'on a vu apparaître cette classification que vous avez peut-être déjà entendue, la classification IRIS, qui est basée sur un dosage de créatinine et d'un nouveau marqueur qui s'appelle la SDMA. Eh bien, cette créatinine, quand elle est dans des valeurs usuelles, c'est-à-dire inférieures à 16 mg par litre ou 1,6, peu importe, eh bien, quand elle est inférieure à 16, eh bien, ces animaux sont en stade 1. Si j'ai une PKD, que j'ai un jeune chat d'1 an, eh bien, il est en stade 1 de la maladie rénale chronique. Mais pourquoi il est en stade 1 et pourquoi il n'est pas rien? Parce qu'il a une PKD, il a une maladie rénale chronique et elle va évoluer inexorablement. Donc ce stade nous permet d'avoir une idée du pronostic. Donc effectivement, là on a discuté d'une des lésions rénales possibles et d'une des maladies rénales chroniques possibles, c'est-à-dire la PKD. Là aussi, il y a 25 ans, quand j'ai commencé mon exercice, on avait très souvent sur ces vieux chats, sur cette vieille population de chats de plus de 15 ans, ce qu'on appelait de la fibrose rénale, avec des animaux qui finissaient avec 2 petits reins fibrotiques, plutôt symétriques, et c'était vraiment le grand commun, c'était d'une extrême banalité. Eh bien ça devient moins fréquent finalement, au profit maintenant d'une nouvelle maladie, pas une nouvelle maladie, mais en tout cas d'une transformation de cette insuffisance rénale chronique, et maintenant avec une importance de la présence de calculs. Alors là aussi, si vous avez des chats, vous avez probablement été confronté à des signes de cystite avec un chat qui va faire pipi très souvent parce qu'il a des calculs dans la vessie. La vessie, c'est le bas appareil urinaire. C'est ce qu'on voit ici. Eh bien, on a maintenant des calculs dans le haut appareil urinaire, c'est-à-dire rein et uretère. Et vous avez sur cette radiographie, les reins ont cet aspect de haricot. Donc là, vous avez un gros rein avec un calcul qu'on voit ici, très blanc, qui ressemble à de l'os. Et puis un petit rein. Donc l'idée qu'on avait de lésions symétriques fibrotiques, c'est en train d'un peu de disparaître. Et là, vous avez aussi un volumineux calcul dans la cavité piélique. Donc depuis 20 ans maintenant, on a l'apparition d'une nouvelle forme liée à des calculs du haut appareil urinaire, rein et uretère, et qui vont aussi toucher, c'est là où c'est problématique, les petits tuyaux qui amènent l'urine des reins
vers la vessie. Alors ce chat, il n'a pas de chance, il a des calculs dans la vessie, il pourrait avoir des signes de cystite, il a des calculs dans les reins, ça à la limite, ça pourrait ne pas te poser de problème, mais là, finalement l'urologie c'est de la plomberie, il a un calcul dans l'urtère, et là ça pose problème parce que son rein, et vous le voyez à l'échographie, il a une grosse poche d'eau qui va venir grignoter le rein, et qui va être responsable de l'apparition d'une insuffisance rénale. Donc l'obstruction en urologie, elle est problématique. Dès que c'est bouché, on sait qu'il y a des conséquences sur les organes. Alors si on prend l'exemple, si on essaie de décrire le scénario naturel de ce qui se passe, on part de 2 reins normaux, et puis on va imaginer un petit calcul dans un des tuyaux, dans l'urtère. Quand on est un homme, on fait le 17, ou une femme, on appelle les pompiers, c'est considéré comme la douleur la plus exquise en médecine humaine. Et chez le chien, c'est pareil. Mais le chat, on commence maintenant à bien comprendre que la médecine féline est très différente du chien. Eh bien, la douleur abdominale dans cette espèce, elle est très rarement mise en évidence. Et donc, la plupart du temps, il reste asymptomatique. Et on a dit tout à l'heure que si j'avais un rein, je n'avais pas d'insuffisance rénale. Donc, biologiquement, la créatinine, eh bien, elle reste normale. Je ne peux pas savoir que ce chat est insuffisant rénal ou qu'il a un calcul qui bouge son urtère. Par contre, on sait qu'ils vont éliminer spontanément ces calculs. Et on sait que le rein qui a été bouché va souffrir et va précocement développer de la fibrose. Donc on va avoir un petit rein. Souvenez-vous, sur la radiographie, on avait ce petit rein sur ce chat. Et puis finalement, c'est au moment où va arriver le calcul sur l'autre rein que ces chats sont présentés avec des symptômes d'insuffisance rénale. Et dans ces cas-là, on va avoir effectivement biologiquement une augmentation de la créatinine. Et là, on arrive à comprendre ce qui se passe. Et ce chat va présenter les symptômes qu'on connaît sur l'insuffisance rénale, augmentation de la prise de boisson, perte d'appétit et amaigrissement principalement. Donc on peut avoir des évolutions qui sont aiguës ou chroniques, mais en tout cas, ça c'est maintenant une présentation de la maladie qui est très commune. Et quand on regarde la nature du calcul qu'on retrouve chez les chats, et là aussi très différent du chien, eh bien dans 98% des cas, ce sont des calculs à base de calcium, c'est pour ça qu'on les voit très bien à la radio, et des calculs dits d'oxalate de calcium. Alors, quand on regarde les données à Londres, hôpital universitaire de Londres, le motif de consultation de présence de calcul dans les reins ou dans les urtères, c'était 0,63% des consultations en 1999. En 2023, 4% des motifs de consultation. Ça peut paraître anodin, mais c'est énorme. Il y a très peu de maladies qui ont une fréquence aussi élevée. On a démontré qu'il y avait 4 fois plus de risques d'avoir ces calculs si on a une alimentation sèche. Et on rapporte des prédispositions, en tout cas dans cette équipe londonienne, du british, du burmese, du persan, du ragdoll et du tonkinese. Au contraire, très faible impact sur le chat des forêts norvégiennes et sur le Maine Coon. Et finalement, on retrouve des prédispositions similaires au calcul d'oxalate de calcium qu'on voyait dans la vessie, qu'on connaît depuis, encore une fois, il y a maintenant 50 ans. Et on a les mêmes prédispositions raciales, si ce n'est que ces calculs ont la fâcheuse tendance de se fabriquer dans le rein et non pas dans la vessie, et ils vont transiter le long du tractus urinaire. Alors qu'en est-il en France? Ça, c'était une étude qui date maintenant de... On a terminé les derniers résultats, les dernières inclusions en 2013, donc ça date déjà un peu. Mais vous voyez qu'on a quand même, sur une population, on avait à peu près un peu plus de 7000 chats inclus. Et donc, en plus foncé, ce sont les animaux qui ont des calculs urétéraux, des calculs piéliques. Et en bleu, c'est la population de race correspondante qui était dite saine, sur laquelle on a eu des échographies, on était sûr qu'ils étaient asymptomatiques. Le premier point important, c'est qu'on avait, et c'est la population la plus importante, des chats européens. C'est-à-dire qu'il faut certainement pas penser que c'est seulement le chat de race. Ça touche évidemment le chat européen, laissant penser qu'il y a des facteurs environnementaux indéniables, certains, mais ce n'est pas les seuls. Deuxième population, le birman. On avait 130 birmans sur la population d'études, qui avaient été, donc 150 au total étaient présentés. On avait 20 animaux qui étaient atteints de la maladie. Et en tout cas, dans cette étude, et c'est le message important, le sacré de Birmanie avait un facteur de risque de développer des calculs 20 fois supérieur au reste des races présentées dans ce projet. Et c'est là, on a exactement les mêmes résultats avec une collègue à Toulouse, le docteur Lavoué, qui démontre effectivement cette surreprésentation de cette race dans ces populations. Alors là, c'est issu du LOUF. Pour le coup, je suis allée sur votre site très bien fait hier, sur les populations, et vous savez ça bien mieux que moi. Mais c'est vrai que quand on... Encore une fois, l'Européen est touché.
Donc il y a des facteurs environnementaux indéniables. Mais c'est quand même très troublant de voir que le Maine Coon ou le Norvégien, qui sont quand même des races fréquentes, le Norvégien moins, mais quand même, sont très peu touchés par cette maladie, alors que des races telles que le sacré de Birmanie, le ragdoll, le british, alors certes le sacré est fréquent en France, mais encore une fois moins que le Maine Coon, c'est quand même troublant de voir que ces races sont prédisposées. Donc on a voulu s'intéresser plus spécifiquement au sacré de Birmanie, et donc là c'est une thèse d'Alino Bugo qui a été menée, en s'intéressant aux chats sacrés de Birmanie présentés dans notre hôpital sur une période de 10 ans. 990 chats sacrés de Birmanie ont été examinés et seulement 336 ont été inclus dans cette étude parce qu'ils avaient eu une échographie abdominale, donc on était sûr de savoir s'ils avaient ou non des calculs, et on avait une prise de sang. 30% environ des chats examinés par rapport aux 336 inclus, donc je ne sais pas ce qui se passe sur les autres, en tout cas étaient présentés avec des calculs du haut appareil urinaire. Et donc vous voyez que cette incidence a tendance à monter sur ces dernières années, alors qu'on a, là encore, des sacrés de Birmanie. On en avait 35, alors qu'on n'en avait que 30 ici, avec très peu de chats atteints. Et vous voyez, sur les années en 2019, on voit que ça augmente. Avec parfois des animaux qui sont présentés à l'âge de 4 mois. J'ai des fratries, j'ai des femelles, j'ai au moins 3 fratries qui sont atteintes. Et ce qui est troublant aussi, c'est que chez le sacré de Birmanie, l'âge d'apparition est significativement plus jeune que le reste de la population, laissant à penser effectivement qu'un caractère génétique peut être considéré. Et je voudrais attirer votre attention sur une deuxième petite chose qui traîne parfois et pour laquelle je suis personnellement en désaccord, c'est que la créatinine dans cette race est considérée comme naturellement plus élevée. Il faut savoir que dans ces études qui ont démontré que la créatinémie dans cette race pouvait aller jusqu'à 21, alors que je vous ai dit que c'était 16 pour le stade 1, eh bien, il n'y a pas d'échographie abdominale. Donc on a peut-être quand même des animaux qui sont atteints en stade précoce de maladie rénale chronique. En tout cas, nous avons pris spécifiquement ces chats qui avaient une créate entre 16 et 21. Eh bien, 70% d'entre eux, alors que la créate qu'ils avaient normalement était considérée comme normale chez le sacré, 70% d'entre eux avaient des anomalies à l'échographie. Donc je crois qu'il ne faut pas se satisfaire d'une créate dite normale à 20, par exemple chez un sacré de Birmanie. Je pense que ça mérite d'être exploré. Donc en synthèse, on a une augmentation importante des calculs du haut appareil urinaire chez le chat. Et indéniablement, actuellement, ça joue un rôle vraiment majeur dans la maladie rénale chronique dans cette espèce. Et il ne se passe pas une semaine dans mon exercice où je ne suis pas confrontée à cette situation. Et finalement, la fibrose rénale qu'on voyait sur le chat de 15 ans est vraiment maintenant, j'ai même du mal à trouver cet exemple pour en parler avec les étudiants. Qu'il y a indéniablement des races pour lesquelles en tout cas qui sont surreprésentées dans cette affection. Je ne parle pas encore de prédisposition sans l'avoir démontré, mais clairement, il y a une surreprésentation. Et on va effectivement, chez le sacré de Birmanie, être vigilant sur le fait qu'il y a un âge plus jeune d'apparition et que c'est de nature, en tout cas, lorsqu'on fait des lithiases, des calculs très jeunes, d'envisager en tout cas un caractère génétique. Probablement pas comme ça à la louche monogénique, probablement polygénique avec des facteurs environnementaux. Donc un travail d'emblée qui sera probablement compliqué, mais en tout cas un travail à faire. Alors quand on fabrique un calcul d'oxalate de calcium, soit c'est parce qu'on a trop de calcium dans les urines, on ne l'a pas encore démontré chez le sacré, mais on l'a montré dans les populations en général atteintes de calcul du haut appareil urinaire, ou un excès d'oxalate. Mais clairement, il y a un travail à faire sur les urines, parce que les gènes, chez l'homme, il y a plus de 60 gènes impliqués dans la fabrication de ces calculs. Bien évidemment, les gènes vont être impliqués soit dans un excès de calcium, soit dans un excès d'oxalate. Et donc là, il y a effectivement discussion. Et donc on a une étude prospective qu'on souhaite mener sur des sacrés de Birmanie âgés de 2 à 5 ans, avec une pour lequel on proposera une échographie abdominale de dépistage avec prise de sang et d'urine, et en espérant constituer ainsi 2 populations saines et atteinte de ces calculs du haut appareil urinaire. Et on a la chance pour ça, et vraiment je leur remercie, de collaborer avec vraiment un centre sur la lithiase chez l'homme qui fait vraiment référence au monde, qui est en collaboration avec le professeur Le Tavernier et qui sera en particulier impliqué dans le dosage urinaire des métabolites qu'on vient d'évoquer. Donc en conclusion, l'insuffisance rénale chronique du chat ou la maladie rénale chronique, même le terme a changé, a évolué indéniablement. Que la fréquence de la polykystose, grâce à votre travail, est très clairement,
Je m'avance un peu, mais j'ai envie de dire quand même en diminution. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser la garde, hein, certainement pas. Et je pense que les approches de dépistage doivent être poursuivies. Mais ça mérite maintenant qu'on fasse quand même, je pense que je vais mettre un étudiant en thèse dessus, qu'on fasse un point sur le nombre de fois, la fréquence où on va détecter ce gène. Et que malheureusement, le vide a été vite remplacé par d'autres anomalies et une nouvelle maladie émergente. Alors pas émergente maintenant parce que ça fait 20 ans qu'elle nous préoccupe pour être honnête, mais en tout cas qui a remplacé l'idée qu'on pouvait se faire de l'insuffisance rénale avec une fibrose ou une dégénérescence précoce du rein, avec ces calculs du haut appareil urinaire qui nous embêtent beaucoup, avec probablement des facteurs environnementaux indéniables, mais quand même des prédispositions raciales qui méritent vraiment d'être investiguées. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Christelle Moret, d'être intervenue sur le sujet. Écoutez, on arrive au terme de ce symposium. Alors là, je chapeau aux intervenants, mais avant de conclure, il y a des questions peut-être sur la PKD. Oui, alors merci beaucoup Christelle pour ton exposé, très clair. Il y a des questions effectivement, il y a des questions notamment sur l'influence de la nutrition, tu en as parlé, alors notamment au niveau des calculs du haut appareil urinaire, tu as parlé de la nourriture sèche uniquement. Donc il y a la nourriture sèche sur lesquelles, en tout cas, les études, alors elles sont discutables, c'est des études rétrospectives, etc. Mais de toute façon, quand il y a une urolithiase chez un chat, donc un calcul urinaire, l'idée est de toute façon d'éviter qu'il mange une alimentation sèche, parce que ça restera quand même le meilleur moyen d'avoir des concentrations urinaires trop importantes. Donc dans toutes les études épidémiologiques à l'heure actuelle qui s'intéressent à ce sujet, l'alimentation sèche est pointée du doigt. Dans les autres choses qui sont discutées aussi, c'est à juste titre, on a voulu baisser le phosphore pour limiter l'apparition de l'insuffisance rénale, bien qu'on n'ait jamais démontré en prévention que cette approche soit efficace. Mais on commence à se rendre compte que cette baisse de phosphore peut être à l'origine d'une augmentation de calcium dans le sang. C'est un peu compliqué, mais je m'arrête là. Et cette hypercalcémie, qui est présente dans à peu près 30% des chats avec des lithiases du haut appareil urinaire, eh bien, on se rend compte que quand on donne des alimentations avec des rapports phosphocalciques modifiés, on arrive quand même à réguler cette hypercalcémie. Donc il y a probablement deux aspects. Un aspect sur l'alimentation sèche, possiblement, mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui a provoqué. Ce qu'on sait, c'est que quand il y a des calculs, on a vraiment intérêt à revenir à une alimentation plus hydratée. Et est-ce que la baisse de l'apport en phosphore est impliquée dans cette survenue ? C'est une question qui, en tout cas, qui nous anime, à laquelle beaucoup souhaitent répondre. Bon, merci. J'ajoute une question personnelle, parce que c'est quelque chose dont on discute chez le chien. Est-ce que la stérilisation pourrait jouer un rôle ? Alors, elle joue un rôle de manière générale dans les calculs. Je réponds que sur le chat, plutôt sur l'obésité et sur l'absence de marquage. C'est-à-dire que quand on a un calcul, les chauffeurs de taxi sont très atteints de calculs urinaires parce qu'ils n'arrivent pas à faire pipi comme ils le veulent. Si on a des calculs, si on va faire pipi souvent, c'est une machine à laver. Enfin, dans ces cas-là, effectivement, on n'a pas le temps de fabriquer des calculs. Donc plus on fait pipi, et mieux c'est. Donc un chat qui est plutôt obèse, qui reste dans son coussin, qui n'est pas sollicité pour faire du marquage, oui, probablement que ces facteurs environnementaux interviennent. Alors, question, lorsqu'on a un chat atteint d'insuffisance rénale, est-ce qu'il faut diminuer l'apport en protéines ou changer la source de protéines? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, sur la protéine, il faut des protéines de très bonne qualité, hautement digestibles, avec des ratios qui sont effectivement plutôt contrôlés. Mais c'est le phosphore surtout qui nous pose problème. Et donc, de toute façon, on cherche à limiter l'apport en phosphore. Et pour ça, il faut forcément limiter un peu l'apport en protéines. Mais il ne faut certainement pas supprimer toute source de protéines. Au contraire, enfin pas au contraire, mais certainement blanche, pas. Viande rouge, alors les nutritionnistes répondraient mieux que moi, mais pour le coup, des viandes rouges de très bonne qualité, avec peu en particulier de collagène, donc de bas morceaux, peut tout à fait être donné à un chat. Voilà, en général, nos nutritionnistes aiment bien le steak haché à 5%, mais pas à 15%. Dernière question, donc les calculs urinaires et les calculs du bas appareil urinaire, du haut appareil urinaire, même origine finalement. Pour les oxalates de calcium, c'est-à-dire pour ces calculs-là très visibles à la radio, oui, ils sont fabriqués dans le rein et ils ont probablement migré le long du tractus. Par contre, les calculs de struvite, les PAM, que
que vous avez peut-être aussi entendu parler. Là, pour le coup, ceux-là sont fabriqués dans la vessie et sont directement en lien avec des alimentations de mauvaise qualité. Je ne vais pas les citer, mais on fait le test avec les étudiants à chaque fois en ronde. Qu'est-ce qu'ils mangeaient? Bon, bah bingo, ça va être de la struvite, effectivement. Sur les alimentations faites par des industriels renommés, on ne voit pas beaucoup de struvite. Mais par contre, sur des alimentations supermarchés, on en voit encore beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a peut-être des questions dans la salle encore, non? C'est bon? Oui, monsieur. Après, je ne sais pas s'il y a un rapport ou pas, mais dans les régions de France, il y a beaucoup d'inégalités par rapport au calcium de l'eau que boivent nos animaux. Est-ce qu'il y a pas un rapport direct ou pas? C'est à peu près question de calcul. C'est une excellente question et on ne sait pas y répondre. J'avais essayé de le faire sur des Yorks et j'avais pris non, sur les chats. C'était sur des chats avec des calculs. Le problème, c'est que quand on en contacte les mairies pour avoir le taux de calcium, eh ben, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'en général, ils donnent des rapports ou des ratios, mais d'avoir la valeur, on va dire, comparable entre l'ensemble des communautés, c'est très compliqué. Si en tout cas on est tenté de... Alors probablement que chez le chat, c'est peut-être un élément, mais plutôt mineur. En tout cas, chez l'homme, c'est un élément plutôt mineur aussi, mais quand même. Et si vraiment on est inquiet par rapport à ça, on va recommander des eaux plutôt peu minéralisées, type Monroucou par exemple, ou Volvic. Voilà, on va éviter certaines eaux. Ou on peut utiliser des eaux traitées avec adoucisseur ou On n'en sait rien. On n'en sait rien. Et je ne sais pas. Je ne sais pas répondre de manière certaine à la question. Merci beaucoup. Écoutez, Christelle Meuret, merci beaucoup. Merci à vous. De clôturer ce premier symposium Loup et Santé, je tenais à remercier les adhérents d'avoir assisté à ce symposium en présentiel et à tout le monde en distanciel aussi. Je vous remercie aussi nos partenaires AVAC, Agria, Boehringer, Royal Canin. Je tiens aussi tout particulièrement à remercier Lisa Ballon d'avoir organisé ce symposium qu'elle a mené du main de maître jusqu'au bout. Donc, merci beaucoup. Et puis, bien évidemment, je donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle séance santé organisée par le Loup. Merci beaucoup. Au revoir.